La Première Guerre mondiale, un conflit qui a totalement redessiné la carte du monde et qui a coûté la vie à des millions de personnes. Mais la vraie question c'est, comment a-t-on pu en arriver là? Comment un conflit aussi dévastateur a-t-il pu éclater? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble en remontant le fil de la toute première étincelle jusqu'au moment où les armes se sont enfin tues. Oui, c'est vraiment la question centrale. Comment est-ce possible qu'une seule balle, un seul assassinat, ait pu mettre le feu à tout un continent? C'est un effet domino absolument vertigineux. Et pour le comprendre, il faut faire un petit retour en arrière pour voir à quoi ressemblait l'Europe juste avant que tout n'explose. Alors voilà, l'Europe juste avant 1914. Faut pas s'imaginer une période de paix totale, loin de là. C'était plutôt une poudrière, un continent rempli de tensions, avec deux grands camps qui se regardaient en chiens de faïence, armés jusqu'aux dents. Il ne manquait vraiment plus grand-chose pour que tout s'embrase. Concrètement, l'Europe était coupée en deux. D'un côté, on avait la Triple Entente, avec la France, le Royaume-Uni et l'Empire russe, et en face, la Triple Alliance, qui regroupait l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois et l'Italie. Mais attention, petite subtilité et elle est de taille, ces alliances n'étaient pas gravées dans le marbre. L'Italie, par exemple, va complètement changer de camp en 1915. Ça donne une idée de la complexité du jeu à l'époque. Mais alors, d'où venaient toutes ces tensions? En gros, on peut résumer ça à trois grandes sources de friction. Premièrement, les territoires. Le cas le plus connu, c'est bien sûr l'Alsace-Lorraine, que la France rêvait de reprendre à l'Allemagne. Deuxièmement, les colonies. Tout le monde voulait sa part du gâteau et ça créait des tensions terribles, comme entre la France et l'Allemagne pour le contrôle du Maroc. Et enfin, le nerf de la guerre, l'économie. Une compétition acharnée, surtout entre les Britanniques et les Allemands, pour dominer les industries de l'acier et du pétrole. Donc, on a notre poudrière, bien remplie, bien tendue. Il suffisait d'une toute petite étincelle pour que tout s'enflamme. Et cette étincelle, elle va jaillir à Sarajevo. Et là, tout s'accélère à une vitesse incroyable. Le 28 juin, l'assassinat. À peine un mois plus tard, l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie. C'est parti. Le terrible jeu des alliances se met en marche. La Russie soutient la Serbie, l'Allemagne soutient l'Autriche-Hongrie, et hop, le 3 août, elle déclare la guerre à la France. C'est fou de se dire qu'en quelques semaines, un drame local a littéralement embrasé tout le continent. Et le plus frappant, peut-être, c'est l'état d'esprit général à ce moment-là. Il y avait une sorte d'illusion collective. Partout en Europe, les soldats partaient au front, persuadés que ce serait une guerre rapide, une affaire de quelques semaines, la fleur au fusil comme on disait. Personne, mais alors vraiment personne, ne pouvait imaginer l'enfer qui les attendait. Cette idée d'une guerre courte et facile, eh bien, elle n'a pas duré longtemps. Très vite, la réalité du terrain a pris le dessus et le conflit a complètement changé de visage. On est passé d'une guerre de mouvement, une course effrénée, à l'horreur des tranchées. Les tout premiers mois, donc, c'est la guerre de mouvement. Et ça allait très très vite. L'armée allemande a foncé, arrivant à seulement 40 km de Paris. Imaginez la panique. Le gouvernement français a même dû quitter la capitale. Mais tout bascule avec la bataille de la Marne. Ce qu'on a appelé le miracle de la Marne a stoppé net l'avancée allemande. Et à partir de là, le front s'est stabilisé, figé. D'ailleurs, un détail qui peut sembler anodin, mais qui explique beaucoup de choses, c'est l'uniforme. Regardez. D'un côté, les Français, avec leurs pantalons rouges vifs et leurs vestes bleues, des cibles parfaites. De l'autre, les Allemands, déjà beaucoup plus modernes, avec un uniforme de camouflage gris-vert et un casque en acier. La différence a été cruelle et a coûté un nombre de vies terrible au début du conflit. Et c'est là que la guerre s'enterre, au sens propre du terme. De fin 1914 jusqu'au début de 1918, on entre dans la guerre de tranchées. Des kilomètres de galeries creusées dans la boue. Le front ne bouge plus, ou presque. Et entre les deux lignes ennemies, il y a cet espace terrible, le No Man's Land, un véritable champ de mort. Et c'est dans ces tranchées qu'un nouveau surnom va naître pour les soldats français, les poilus. Fini les piou-piou aux uniformes colorés. Maintenant, ils sont équipés pour survivre dans cet enfer. Le fameux casque en acier Adrian et un nouvel uniforme, le bleu horizon, bien plus discret et adapté à la réalité du combat. Pendant des années, la situation est bloquée. Une impasse terrible. Mais tout va basculer en 1917. Cette année-là, c'est le grand tournant. L'équilibre des forces va être complètement bouleversé et le conflit va prendre une dimension réellement mondiale. En fait, il y a deux événements majeurs, deux véritables tremblements de terre. D'abord, en avril, l'entrée en guerre des États-Unis, une nouvelle puissance industrielle et humaine qui rejoint le camp de l'entente. Et puis, à la fin de l'année, un géant qui s'effondre, la Russie. En pleine révolution, elle se retire du conflit. Là, clairement, les cartes sont totalement rebattues. Pour bien se rendre compte de l'impact américain, il faut regarder ce chiffre.
2 millions. En juillet 1918, il y a 2 millions de soldats américains qui combattent en France. C'est absolument énorme. Cet afflux de troupes fraîches, de matériel neuf, ça a été le facteur décisif qui a fait pencher la balance. Avec cette nouvelle donne, la fin de la guerre se profile enfin. Le blocage est rompu et la voie est ouverte pour les dernières grandes offensives. Voyons comment on est arrivé, enfin, à l'armistice. Alors, l'Allemagne, qui n'a plus à se battre sur le front russe, tente le tout pour le tout. Elle lance une gigantesque offensive à l'ouest en 1918. C'est leur dernière carte. Mais c'est trop tard. Les Alliés, renforcés par les Américains, ripostent avec une contre-offensive massive. Et surtout, ils utilisent de nouvelles technologies qui vont faire la différence. Les premiers chars d'assaut, comme les chars Renault, et une aviation de plus en plus performante. L'armée allemande est à bout de souffle, le pays est épuisé. La défaite est inévitable. Et le 11 novembre 1918, dans un lieu devenu célèbre, un wagon en forêt de Rotonde, l'armistice est enfin signé. Les combats s'arrêtent. Après 4 années de carnage, un silence assourdissant tombe sur l'Europe. La guerre est finie. C'est un soulagement immense, inimaginable. Mais la fin des combats ne signifie pas la fin des problèmes. Loin de là. Une question cruciale se pose. Une question qui va planer sur l'Europe pendant des années. La guerre est terminée, c'est vrai. Mais est-ce que la paix est vraiment gagnée ?